Ce week-end, Johnny Walker va affronter Ming Yang-Zhang en Chine, dans ce qui est un combat assez appétissant sur le papier. Je dois dire que ma première réaction en voyant l'annonce à l'époque a été de me dire qu'on était quand même sur le point de voir Johnny Walker inconscient au sol. Parce qu'une chose qui a marqué la carrière du Brésilien jusque-là, c'est que son menton semble fait de verre et qu'une bonne partie de ses combats à l'UFC se finit généralement assez vite, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. La capacité des combattants de MMA à encaisser des coups est une vraie fascination pour moi. Un bon menton ne veut pas nécessairement dire un bon combattant, dédicace à Marvin Vettori, mais il y a des athlètes dont la durabilité est tout bonnement hallucinante. Aujourd'hui, c'est tout à fait l'inverse qu'on va regarder ici, puisque il y a aussi des combattants qui semblent s'effondrer au moindre coup. Et ce n'est pas un sort réservé au fond de la classe du MMA mondial, puisque plusieurs champions du monde figurent sur cette liste. Ici, on ne va pas s'attaquer aux gars comme Chain Rich et ses 35 défaites par KO en carrière, mais bien à des combattants qui ont évolué dans des grosses organisations, tout en ayant un menton plus friable qu'une traînée de poudre en automne. Un rappel parfois nécessaire que le MMA n'est pas un jeu et que certains combattants ont un capital santé bien attaqué par le temps. Vous êtes sur la chaîne des Journeymen et voilà 10 des pires mentons de l'histoire du MMA. Numéro 10, Beneil Dariush. Lorsque Beneil Dariush décidera de ranger les gants, il sera probablement perçu comme un combattant au palmarès très solide et qui a survécu en haut du classement d'une division extrêmement rude pendant de longues années. Il y a peu d'appelés et encore moins d'élus chez les poids légers depuis 10 ans, et en plus d'une palette technique très complète, il pourra se vanter de plusieurs victoires de prestige. Ce qu'on dira aussi sur lui malheureusement, c'est que lorsqu'il aura fallu prouver qu'il faisait partie de l'élite, il a souvent eu une fâcheuse tendance à finir les yeux vitreux à regarder le plafond. Beneil a 6 défaites en carrière, toutes à l'UFC, et 5 de ces 6 défaites ont eu lieu par KO. Ce qui est particulièrement intéressant chez lui, c'est qu'il est assez évident qu'il a identifié ce problème relativement tôt dans sa carrière et qu'il a décidé de faire des ajustements immédiats. D'abord, plus prompt à striker et à échanger sur les pieds avec ses adversaires, il a un peu changé son fusil d'épaule pour faire émerger une version beaucoup plus composée de lui-même. Il faut dire que ses défaites par KO contre Edson Barboza et Alexander Hernandez étaient brutales et il a parfaitement réussi à contourner ce problème, passant 12 minutes sur 15 à contrôler Tony Ferguson à l'UFC 262 et travaillant son sol pour éviter de se retrouver en ligne de mire de ses adversaires. Mais il y a un niveau de position contre lequel ça devient compliqué de chasser le naturel et en 2023, Beneil a eu droit à un rappel un peu brutal des problématiques qui ont marqué le début de sa carrière à l'UFC. Contre Charles Oliveira et Arman Tsarukyan, Beneil en a redécouvert que le sol n'est pas toujours son ami et avec 2 défaites brutales en moins de 6 mois, certains fans plus récents se sont rendus compte que le puzzle qui a semblé indéchiffrable pendant 5 ans avait en réalité une solution connue de tous, mais quand un combattant est aussi bon que Beneil Dariush, c'est juste difficile d'exploiter ses faiblesses. Numéro 9, Marlon Moraes. 8 défaites par KO lors de ses 9 derniers combats de sa carrière. C'est la série sur laquelle Marlon Moraes a quitté le MMA en 2023. Beaucoup de personnes vont trouver cette entrée dure parce qu'en apparence, il semble que Marlon a simplement perdu de sa durabilité avec le temps, notamment après sa défaite par KO contre Henry Cejudo. Et même s'il y a du vrai à cela, il faut aussi replacer sa carrière dans son contexte. Marlon est arrivé à l'UFC sur une grosse série de victoires en provenance du World Series of Fighting. Il a essentiellement affronté des adversaires de second plan et il était extrêmement explosif et à des années-lumière au-dessus de ces gars-là techniquement. Lors de ses 3 combats menant à sa chance pour la ceinture des poids coqs, il a fini Aljamain Sterling, Jimmy Rivera et Rafael Assunção en vitesse éclair, n'encaissant que 5 coups significatifs en 3 combats, dont 3 d'Aljamain Sterling qui n'est pas exactement réputé pour ses prouesses en boxe. Ce que je veux dire par là, c'est qu'Henry Cejudo était le premier vrai combat de très haut niveau dans lequel il a rencontré de l'adversité. Et même s'il a perdu par TKO, ce n'était pas vraiment une défaillance de menton, Cejudo l'a simplement amené au sol et l'y a dominé, forçant l'arbitre à arrêter le combat. Mais ce qui a été plus inquiétant pour Marlon, c'est ce qui s'est passé ensuite. Après avoir mangé un KO splendide par Cory Sandhagen, il a fait l'erreur d'accepter un combat 2 mois plus tard contre Rob Font, et ce qui ne devait être qu'un combat de relance s'est transformé en cauchemar lorsqu'il a pris un autre KO légendaire. Et surtout, 5 de plus ont suivi. Marlon était un combattant avec de grosses qualités, mais lorsqu'il a affronté les strikers puissants et de haut niveau, il a un peu découvert qu'il traînait une très grosse faiblesse et il n'a jamais su contrecarrer ça. Numéro 8, Keith Jardine. Il y a une règle que j'aimerais que les combattants se mettent à suivre. Si vous découvrez que votre menton ne tient pas la route, il serait temps à minima de se mettre à faire des mouvements de tête et à monter ses bras. Pendant toute sa carrière, les analystes, commentateurs et fans ont décrit Keith Jardine comme un combattant avec un style pas orthodoxe. Si vous regardez ses combats, vous direz sûrement plutôt que Keith Jardine ne connaissait que la marche en avant et qu'il avait probablement peu de considération pour sa santé physique. Jardine était un combattant qui mettait le bouillon à ses adversaires, grosse pression, gros rythme, et pour beaucoup de gars, même des très bons gars, c'était extrêmement
extrêmement difficile à gérer parce qu'il avait beaucoup de force dans les poings, mais aussi un style de striking qui donnait le tournis aux combattants les plus techniques. On pourrait difficilement apprendre à quelqu'un à combattre comme Keith, mais ce qu'on pourrait lui apprendre en revanche, c'est à monter sa garde et à rentrer son menton. Parce qu'en plus d'être effroyablement exposé, Jardine a aussi découvert qu'il n'avait pas la tête bien solide lorsqu'il s'est mis à affronter un certain niveau de compétition. Sa défaite contre Alexander Houston reste à ce jour la séquence de 48 secondes la plus lunaire de l'histoire de l'humanité, et à partir de là, les KO se sont un peu enchaînés pour lui. Wanderlei Silva, Ryan Bader, Thiago Silva, dès que Keith rencontrait un gros cogneur, il semblait presque certain que ça allait mal se finir. Mais au lieu de bosser un petit peu sur l'aspect défensif de son arsenal, il a décidé de faire ce qui me semble être la pire chose qu'un combattant dans sa situation puisse faire, se faire violence sur le cutting et descendre chez les poids moyens à 37 ans. Une décision qu'il a immédiatement regrettée lorsque Luke Rockhold lui montre à quel point elle était simple à contrer avant de le finir brutalement. Numéro 7. Sokuju. Vous savez à quel point c'est étrange pour un combattant de passer de battre Antonio Nogueira et Ricardo Arona la même année à se faire mettre KO par Luis Cane quelques mois plus tard. Sokuju a l'une des carrières les plus incompréhensibles de l'histoire du MMA, et même si c'était aussi le produit d'une certaine époque, c'était surtout le produit de son style de combat. 37 combats professionnels pour seulement 7 décisions, je pense que ça raconte à peu près tout ce qu'on a besoin de savoir pour lui. Le tout ou rien serait un raccourci approprié pour décrire le Camerounais, et même si le tout pouvait être fantastique, le rien était parfois terrifiant. Parce que si son palmarès a rapidement inclus des victoires sensationnelles contre Antonio Nogueira et Ricardo Arona, il a aussi rapidement inclus des défaites contre des gars de bien moindre qualité, comme Nikuisan Minowa, comme Luis Cane. En temps moderne, ce serait un peu comme si tu faisais la peau à Alexander Volkov le samedi matin, mais que Shamil Gaziev te mettait KO dans le premier round le dimanche. Stylistiquement, on était sur un combo classique de mains qui étaient trop souvent soumises à la gravité, d'un jeu de jambes un petit peu laborieux et d'une dépendance au contre qui s'est aggravée avec le temps. Autant dire qu'avec des défauts pareils et aucun effort apparent fait pour les régler, la suite n'allait pas être rose pour le Camerounais. Parce qu'après un court passage pas très fameux à l'UFC, il a découvert qu'il ne rencontrait pas ces problèmes-là uniquement contre les meilleurs du monde. Comme plusieurs autres combattants camerounais qui lui ont succédé, Sokuju semblait avoir une puissance surnaturelle dans les poings, mais contrairement à Francis Ngannou ou Cédric Doumbé, il n'a pas vraiment appris à faire sans et il en a payé durement le prix à de multiples reprises jusqu'à la fin de sa carrière. Numéro 6, James Vick. Pendant un temps, James Vick était un très gros prospect du MMA mondial. Avec 9 victoires lors de ses 10 premiers combats à l'UFC, on croyait tenir ici un futur nom qui allait s'installer au sommet de la division des poids légers. Mais il y avait tout de même une chose que les chiffres seuls ne pouvaient pas mettre en lumière. James avait battu une foule de gars de faible niveau ou de faible niveau relatif, et la seule fois où il a été testé par un gars solide, Beneil Dariush l'a envoyé dans la stratosphère. Même si ça aurait dû soulever quelques inquiétudes de son côté, il a continué à traîner des lacunes défensives un peu évidentes, tout en regonflant sa confiance en lui en massacrant des mecs qui n'avaient pas toujours grand chose à faire à ce niveau-là de compétition. Mais une autre chose qui caractérise James Vick, c'est qu'il était extrêmement arrogant. Donnez-lui un micro après une victoire et vous aurez droit à un discours endiablé sur à quel point il est un combattant d'exception. Moi j'ai rien contre la confiance en soi, il en faut beaucoup pour aller se battre dans une cage de toute façon, mais le retour à la réalité qu'était sur le point de vivre James avait une ironie un petit peu savoureuse tout de même. Parce que avec son menton questionnable et ses lacunes défensives énormes, Vick a décidé de monter le trash talk d'un cran alors qu'il était sur le point d'affronter un certain Justin Gaethje. Là, je crois que vous voyez un peu comment tout ça se finit, mais Gaethje l'a tout simplement marbré dans le premier round avec un KO à glacer le sang. On ne s'en rendait pas encore compte, mais Justin venait d'exposer un peu brutalement le défaut majeur de Vick et les combattants suivants s'en sont donnés à cœur joie. Paul Felder, Dan Hooker et Nico Price sont tous rentrés frontalement dans James, qui n'a pas été conservé par l'UFC. Après une pause d'1 an pour travailler sur ses lacunes et promettant un système défensif amélioré, il est revenu sur la scène régionale pour se faire absolument massacrer par André Fialho avant de prendre sa retraite pour de bon, confessant qu'il ne pourrait plus jamais retrouver une once de durabilité. Numéro 5, Andrei Arlovski. On ne le dira jamais assez, mais la division des poids lourds est impardonnable. Une seule erreur, un seul moment d'égarement, et voilà que vous vous retrouvez le dos au sol avec le regard dans le vide. Lorsqu'un combattant y évolue pendant plus de 25 ans, comme c'est le cas d'Andrei Arlovski, il y a évidemment des défaites cinglantes qui vont s'aligner à un moment ou un autre. Mais ce qui rend le cas d'André spécial, c'est la façon avec laquelle il a fait évoluer son style au fil des années pour éviter de trop rencontrer une problématique qu'il a rapidement identifiée dans sa palette. Au début de sa carrière, le Bélarus était un combattant extrêmement agressif, et c'est cette volonté
volonté de toujours aller de l'avant qui a fait de lui l'un des combattants préférés de la foule, mais qui lui a aussi coûté plusieurs défaites très cinglantes. Souvent contré, souvent en difficulté physique et au milieu d'une génération de combattants particulièrement puissants, Arlovski a beaucoup souffert et la réputation qu'il n'était pas le combattant le plus solide lui a un peu collé à la peau. Il faut dire que comme beaucoup de ses compères, il était capable du meilleur comme du pire et il a encaissé quelques KO tonitruants contre des combattants qui lui étaient largement inférieurs sur le papier. Mais malgré 12 KO encaissés dans sa carrière, ils se sont rarifiés avec le temps, ce qui est extrêmement rare, témoignage d'un changement complet d'approche de combat par André, qui est devenu beaucoup plus mesuré au fil des années. Résultat des courses, une seule défaite par KO dans ses 11 derniers combats, alors qu'ils étaient très courants lorsqu'il a débuté sa carrière. On ne va pas se mentir, c'est aussi le résultat d'une division qui s'est appauvrie avec le temps, mais il est important de reconnaître l'exemple d'André Arlovski comme celui de ce qu'un combattant est capable d'accomplir lorsqu'il s'efforce de régler ses problématiques techniques. Numéro 4, Cody Garbrandt. Cody Garbrandt est l'archétype de ce qui peut arriver à un combattant qui perd un peu confiance en ce qui faisait sa force. On ne le répétera jamais assez, mais l'ascension de Cody était fantastique et le contraste avec ce qu'il propose actuellement est assez saisissant. Mais les fans se sont toujours un peu questionnés sur son menton. Malgré des victoires larges dans ses premiers combats à l'UFC, il y avait toujours 2-3 moments où on se disait qu'il réagissait tout de même beaucoup sur certaines frappes. Et évidemment, tous les doutes se sont dissipés lorsqu'il est devenu champion de l'UFC en battant Dominick Cruz, ce qui semblait tout bonnement surréaliste à l'époque. Et puis, les soucis ont commencé à pointer le bout de leur nez. Cody s'est fait mettre KO 2 fois en quelques mois par TJ Dillashaw avant de se faire complètement éteindre par Pedro Munoz, qui n'est pas exactement réputé pour la puissance de ses poings. Le problème de Cody Garbrandt, c'est que c'est un combattant exclusivement offensif et que lorsqu'il a été mis sur le reculoir par des adversaires capables d'autant de dynamisme que lui, il n'a tout simplement pas été capable de gérer la pression. Donc, les KO ont commencé à pleuvoir et en essayant d'adapter son style à la situation, il a visiblement perdu confiance en sa propre puissance et en son agressivité. Vu le nombre de sorties qu'il a lui-même fait pour reconnaître ses problèmes de ce compartiment, on sait qu'il en est conscient, mais essayer de résoudre tout ça l'a visiblement laissé dans un entre-deux un petit peu étrange. Numéro 3, Brock Lesnar. 9 combats professionnels, 4 combats de ceinture à l'UFC et une présence qui a posé un nombre de regards jamais vus auparavant sur le MMA. Brock Lesnar était tout ce qu'il promettait d'être et sa parenthèse dans le sport reste aussi surréaliste aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'époque. Mais pour tout ce qu'on peut dire de positif sur l'impact de Brock sur le MMA mondial, il faut être aussi honnête sur un sujet, son menton était très suspect. Sans expérience préalable côté striking et avec une force physique titanesque, Brock est devenu un combattant très agressif. Aucun mécanisme de défense, aucune retenue, Brock vous fonce dessus et il est devenu champion de l'UFC comme ça. Mais même lorsqu'il a battu Shane Carwin, il n'est pas passé loin de la correctionnelle. Et même si Carwin a des mains qui font la taille d'une pelleteuse, chaque frappe forçait Lesnar à se recroqueviller et il avait l'air extrêmement inconfortable dans l'octogone. Et puis, la sentence est tombée dans le combat suivant. Bien plus technique et patient que Carwin, Cain Velasquez a complètement massacré Brock Lesnar qui, encore une fois, avait l'air de réagir à chaque frappe très difficilement. Et même si Alistair Overeem l'a fini avec des frappes au corps lors de leur combat, le menton semblait également en sursis lors de l'UFC 141. Brock n'est évidemment pas resté dans le MMA suffisamment longtemps pour accumuler un gros nombre de défaites par KO, mais son menton n'était pas entraîné à prendre des coups, il n'avait pas l'habitude de prendre des coups d'ailleurs, et c'est hallucinant qu'avec aussi peu d'expérience, il soit parvenu à remporter et à défendre une ceinture mondiale. Numéro 2, Matt Schnell. Généralement, plus le poids baisse et plus les chances de se faire mettre KO sont faibles. Les poids plumes de l'UFC est la seule division masculine avec un pourcentage de KO-TKO inférieur à 25%. Mais une bonne partie de ce pourcentage semble appartenir à Matt Schnell. Le poids plume américain a développé au fil des années la réputation d'avoir une défense plus que perméable et forcé de constater que cette réputation était tout à fait justifiée. Après 2 défaites par KO lors de ses 2 premiers combats à l'UFC, le ton était déjà donné et malgré des victoires convaincantes par moments, il est tout de même très souvent retombé dans ses travers. Il semble que dès qu'un combattant met du poids dans ses frappes, la tête de Matt fait l'élastique et ça n'a rarement été autant le cas que contre Mateusz Nicolau, un combat durant lequel il a subi comme rarement auparavant. Évidemment, l'exemple le plus récent des difficultés de Matt est cette défaite contre Steve Herzog qui a offert un combat de ceinture à l'Australien. Une situation qui est bien dommageable pour Matt qui est un combattant extrêmement talentueux mais qui ne parvient pas à encaisser les coups dans une proportion qui est assez inquiétante au vu de la division dans laquelle il évolue. Numéro 1. Alistair Overeem.
Alistair Overeem a eu une carrière brutale. Je suis sûr qu'aucune de ses défaites dans le ring ou la cage ne lui a fait plus mal que sa déconvenue lors de sa reconversion politique en 2023, mais si on compte le kickboxing et le MMA, on parle d'un peu plus de 20 défaites par KO pour le néerlandais. Et on ne va pas se mentir, c'est un peu le lot des poids lourds, surtout dans une ère aussi brutale que la sienne, mais rarement un combattant de cette division n'a semblé aussi bon techniquement, avec un physique aussi démentiel, mais une défaillance dans son jeu aussi importante. C'est un peu comme si la vie avait décidé de lui mettre un malus pour contrebalancer les avantages physiques que lui a offert la nature et la médecine. Il était évident qu'Alistair était un combattant d'élite. Il l'a prouvé au Pride, il l'a prouvé à l'UFC et il l'avait prouvé au K1. Son passif de kickboxer faisait déjà de lui l'un des poids lourds les plus techniques du monde. Mais bon Dieu que certaines de ses défaites sont difficiles à justifier avec le recul. Parce que c'est une chose de prendre un KO par Francis Ngannou, c'est ce que le Camerounais a été mis sur cette terre pour faire, mais lorsqu'on parle d'un combattant d'élite comme Alistair, voir des noms comme Travis Brown ou Ben Rothwell dans la colonne des combattants qui l'ont fini dans le premier round, c'est extrêmement inquiétant. Et on ne parle pas d'un Alistair Overeem en bout de carrière et hors de course, il a combattu pour une ceinture de l'UFC plusieurs années après ça. Alistair était juste un peu prétentieux dans sa façon de combattre, extrêmement imprudent et persuadé que ses qualités techniques et physiques suffiraient à surclasser tous ceux qui se présentaient à lui. Mais en tant que combattant de MMA, son système défensif a été cruellement exposé par des gars contre qui il n'aurait jamais dû perdre. Je dirais à sa décharge qu'une décennie de kickboxing au plus haut niveau était passée par là, mais on croirait qu'au bout de 25 ans de carrière, il aurait compris que son menton était friable et qu'il fallait peut-être changer son approche du combat. Voilà pour la liste, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en vos commentaires, j'en profite, j'enregistre cette vidéo en avance, mais ce week-end je travaille sur le Glory 103, je serai sur place, c'est pour ça que j'ai enregistré en avance. Je vous encourage toutes et toutes à regarder cet événement si ça vous intéresse. Glory 103, c'est ce samedi 23 août, ça commence à 18h, la carte préliminaire gratuitement sur notre chaîne YouTube, la carte principale sur DAZN, gros main event, Levi Rigters contre Jamal Ben Saddik, le franco-marocain Media Itelach qui fait la ceinture des poids welter du Gori, voilà, et bien sûr plein d'autres combats super sur la carte, deux autres combattants francophones, Naïm Ebar et Soufiane Laïdouni qui combattent gratuitement sur la carte YouTube, donc voilà, n'hésitez pas à regarder, et s'il y a un Français qui gagne, ce sera moi qui fera la traduction, donc voilà, vous aurez le plaisir de voir mon crâne dégarni une nouvelle fois, et voilà, en tout cas prenez tous soin de vous, passez une bonne semaine, on se reparle bientôt, salut.